Bonjour et bienvenue dans cette mini-série où nous parlons modèle opérationnel. Aujourd'hui, nous allons parler ressources financières. Eh ben non, on va pas faire ça. Alors pourquoi on va pas faire ça? Parce que ChatGPT est notre ami et je vais repartager ChatGPT. Nous allons commenter ce que c'est un modèle opérationnel. Et globalement, quand je lui avais posé la question de me dire c'est quoi les briques de base d'un modèle opérationnel, il avait parlé de ressources financières. Et là, ça parle très finance et nous qui sommes plutôt dans l'IT, bah, ça nous parlait moins. Alors, on a essayé de jouer et donc on est des truands, on l'assume. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, il faut donner plus de contexte à ChatGPT pour avoir une réponse qui nous convient mieux en partie, mais sur laquelle on peut plus discuter. Donc là, en fait, la question, c'est détaille-moi la partie performance d'un modèle opérationnel d'un pure player du digital. Donc là, vous voyez déjà, on a précisé pure player du digital et on est allé sur la partie performance. Et ça va nous permettre d'avoir des discussions intéressantes. Et allons-y. Donc, Allons-y. mesure de la performance, KPI et indicateurs clés. Alors déjà, on commence sur un truc qui est intéressant. Quand on parle de performance, et c'est là où je vais parler de la partie endogène et exogène, souvent ce qu'on suit, quand on parle de performance, on va suivre les OKR, par exemple, qui sont la partie stratégie, c'est du changement. Donc là, globalement, on va voir si par rapport à ce qu'on a prévu, on bouge. Donc là, c'est nous qui maîtrisons ce que nous faisons. Après, ce qui se passe des fois, c'est qu'il y a des choses qui changent et qui n'ont rien à voir avec ce que nous on fait, qui sont dues au marché. Il se passe quelque chose. Et là, vous pouvez avoir un indicateur qui décroche et c'est pas dû à vous. Et donc, si vous n'avez pas de tableau de bord que vous suivez tous les mois, je dis tous les mois, si vous avez envie, vous pouvez le faire tous les jours, que vous suivez, éventuellement, vous risquez de ne pas voir ce décrochage. Alors, décrochage, en général, quand on dit ça, c'est dans le mauvais sens. Mais des fois, ça pourrait être dans le bon sens, ça explose. Là, on est content. Mais si on n'est pas capable de voir que la marmite elle est en train de bouillir, c'est gênant. Donc là, sur cette partie KPI indicateur clé, en général, on essaie d'avoir un tableau de bord qu'on va peut-être appeler de run, mais qui est vraiment produit, qui n'est pas tech, et on voit des indicateurs, on va suivre les mêmes à chaque fois. Et après, sur la stratégie, on va avoir d'autres indicateurs, et c'est jamais les mêmes parce que c'est en fonction des changements qu'on veut faire. Et c'est là où on va retrouver cette partie KPI et indicateur clé. Thomas, c'est à toi. Est-ce que tu veux compléter cette partie-là? Ouais, alors quand on regarde les KPI, alors déjà KPI et indicateurs clés, bon, bah, il y en a un qui est en français, l'autre qui est en anglais. KPI, Key Performance Indicator, il y a performance en plus, mais sinon c'est la même chose. Et quand on regarde ce que ChatGPT nous dit au départ, c'est très financier. Il n'y a pas que ça, effectivement. Il faut regarder, comme tu dis, le marché et regarder son propre produit. Parce que les conséquences sont financières, mais en soi, si on veut être capable d'anticiper un peu, il faut regarder d'autres choses. On redonne la main? Ok, financier. Donc là, en général, on part sur une partie qui s'appelle la viabilité, la rentabilité. Et c'est là où, justement, on disait avant, il faut absolument penser utilisateur, utilisateur, utilisateur. C'est pas faux, mais si on pense utilisateur, mais qu'on ne gagne pas d'argent, et ben, c'est quand même compliqué dans nos sociétés. Parce que faut bien payer les loyers et les salaires. Donc, sauf à être dans une association ou d'être dans le public où il n'y a pas de questions économiques, dans la plupart des boîtes, il y a toujours cette question de la rentabilité et de la viabilité. Et c'est là où vous allez retrouver des KPI donc, financiers. Et donc, c'est là où on va voir un peu quels sont nos choix. Donc là, c'est pareil, hein, on peut voir la partie finance du run et on peut voir la partie finance du build. Et c'est toujours intéressant de voir ce qu'on apporte aux utilisateurs et aussi ce qu'on apporte à la boîte. Donc ça, c'est une typologie d'indicateurs qui sont les indicateurs qu'on pourrait dire financiers. Moi, j'ai tendance à employer viabilité ou rentabilité, mais globalement, on est à peu près pareil. Autre type d'indicateurs qui sont plutôt centrés sur l'utilisateur. Et donc là, en gros, on va voir si on résout des problèmes à quelqu'un. On va regarder aussi, par exemple, le taux de conversion. Si l'utilisateur il arrive facilement à passer à l'intérieur du tunnel de conversion. Donc là, on va être vraiment centré utilisateur. Donc souvent, il y a deux typologies d'indicateurs. Les indicateurs qui sont liés à la rentabilité et les indicateurs qui sont liés aux utilisateurs. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Thomas? Oui, on voit là, donc au-delà des indicateurs financiers, ChatGPT nous parle des indicateurs liés aux utilisateurs, au trafic. Il y a même d'autres indicateurs qui sont en amont de ça, parce que avant que l'utilisateur arrive sur notre site, bah, il faut qu'il soit au courant qu'on existe, qu'on peut résoudre un de ses problèmes, et ensuite on va le voir arriver. Et là, on va parler de visiteurs uniques, taux de conversion, rétention, donc le tunnel d'achat, etc. Mais donc il y a des choses en plus de ce que nous met ChatGPT. C'est important d'être au courant de ça et de les prendre en compte surtout. Et donc là, si je prends ChatGPT, il m'en met plein là, comme ça, des indicateurs, NPS, taux d'abandon, funnel et tout. Si vous cherchez sur Internet des indicateurs de performance, vous en allez trouver ouf, ouf, ouf.
autant que vous voulez. La question qui vient quand même avec, c'est quelle décision vous prendrez une fois que vous aurez la mesure. Parce que ce qui se passe des fois, c'est qu'on a des tableaux de bord. Alors j'en ai déjà vu, donc ça bouge, c'est vert, c'est rouge et tout. Et après on fait, et alors, vous faites quoi? Je ne sais pas. Et donc là, ça pose quand même un petit problème. Donc en général, quand on parle de performance, on parle de mesure, mais on parle aussi de la décision qui va derrière. Et si je fais juste mesurer, mais que je ne sais pas quelle décision je prends, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on peut aller vers les indicateurs 3A de H-Moria. Et il dit quoi avec les 3A? Il dit qu'un indicateur, ça va servir à prendre une décision. Donc c'est actionnable. C'est ça le premier A. Donc en gros, si on voit bouger, ben, on sait quelle décision on peut prendre. Et typiquement, hein, des fois, quand je vois des tableaux de bord, j'ai un chiffre 1535. Je ne sais pas du tout si c'est bon ou si c'est pas bon. S'il n'y a pas un objectif en face ou un seuil, bah, c'est compliqué de savoir. Donc, l'actionnabilité. 2, l'accessibilité. L'accessibilité, c'est quoi? C'est comprendre l'indicateur. Si je vous dis un taux de conversion, ça va. NPS, déjà, il y a un petit calcul, il faut le comprendre. Et des fois, il y a des indicateurs composites de la mort où je vais rajouter le total cost of ownership multiplié par le nombre de personnes divisé par le nombre d'incidents qu'il y a chaque mois. Et ça va me faire un chiffre en 10 000. Et là, il faut que le chiffre qui soit 10 000, il passe à 12 000. Bon, là, globalement, on va avoir du mal à prendre une décision parce qu'on ne se projette pas dans l'indicateur. Et le dernier, c'est la partie auditable. Il faut qu'on ait confiance dans les chiffres. Si les chiffres rient dans tous les sens, ou que je vous dis, vous m'envoyez toutes les données, vous allez voir, je vais les agréger, puis je vais vous renvoyer les résultats. Promis, je ne vais pas tricher. Bon, vous ne prendrez peut-être pas la même décision. Donc, c'est la notion de confiance dans la décision. Et c'est vraiment la notion de, voilà, je vais avoir des tableaux de bord, je vais avoir des indicateurs, quelle décision je prends. Et là, ça va tirer la question de combien d'indicateurs avoir. Et là, c'est une bonne question. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que dans les grosses boîtes, il y en a plus que dans les petites boîtes? On voit Non, je pense combien? pas. Je pense pas, au contraire. Après, ce qui est important, c'est de voir plutôt par rapport aux produits ou aux équipes. Un humain normalement constitué ne va pas être capable de surveiller 200 indicateurs chaque jour ou chaque semaine. Et donc, c'est ça qui est important. Il faut regarder les indicateurs qu'on choisit, choisir les bons pour être capable de prendre les bonnes décisions, comme tu disais. Et après, regarder un nombre limité et bien choisi, parce que sinon, on ne sera toujours pas capable de prendre les bonnes décisions. C'est toujours la même chose. Et petite équipe ou grosse équipe, c'est la même chose. Il faut bien choisir et voilà. Ce que nous dit GPT. Allez, Bon. donc il nous parle de l'optimisation de la performance, optimisation des processus, architecture scalable cloud. Bon, je suis content, mais je ne sais pas trop ce que j'en fais. Et amélioration continue grâce aux données. Alors, ça, je trouve ça assez intéressant quand même quand on parle de performance, parce que globalement, tout ce qui est mesure et tout, c'est de l'apprentissage. Et si on apprend, c'est pour faire quoi? On prend des décisions, soit, mais aussi on s'est amélioré. Et en gros, la question qu'il va y avoir, c'est combien de temps on met à s'améliorer, donc combien de temps on met à voir l'information. Donc là, juste pour être un peu technique sur la partie statistique, en général, quand vous avez de la mesure, vous devriez vous poser la question avant de quel est mon critère de succès, c'est-à-dire je vais mesurer par exemple une évolution du taux de conversion. Si vous n'avez pas d'espérance, que c'est pas, par exemple, je vais faire 3% de mieux, vous attendez d'avoir le chiffre pour dire ah bah ça c'était bien. C'est quand même un bon biais de confirmation que vous êtes en train de nous faire là. Donc en général, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire mon espérance c'est 3 et ma réalité c'est 2, bah, c'est pas bien, 5, c'est très bien. Ça, c'est le premier truc. Et après, globalement, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est combien de temps il faut attendre avant d'avoir assez de data pour que ce soit significativement pertinent d'un point de vue statistique. Si vous êtes sur des gros volumes, en général, c'est 2 minutes. Si vous êtes sur une activité où il y a moins de volume, des fois, ça peut être un mois. Et après, ce qu'il faut aussi essayer de faire, c'est de dire, si je suis dans le e-commerce et que je mesure un truc pendant le Black Friday, c'est assez probable que les chiffres ne soient pas comme d'hab. Donc, en gros, est-ce qu'il s'est passé un événement qui fait que certaines dates, vous devez les enlever? Et après, voir un peu quelle est la significativité d'un point de vue statistique du chiffre. En gros, je suis en train de parler de marge d'erreur. Je rajouterai un truc, je veux apprendre, je veux prendre une décision. Je ne veux pas prendre des décisions tous les jours, hein, parce que changer de direction tous les jours, je peux vous dire que c'est un peu fatigant. Et donc, c'est là où il faut avoir un minimum d'inertie avant de prendre des décisions. J'ai tendance à penser que sur les boîtes un peu significatives, sur les gros cailloux de la roadmap, c'est bien d'attendre justement ces gros cailloux parce que ça fait souvent de l'inertie sur 3 mois avant de décider de changer de stratégie et de dire, OK, vous pouvez mesurer souvent pour affiner, mais pour décider de pivoter ou d'arrêter, tous les 3-4 mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais là, je me projette plutôt dans une boîte qui a une taille certaine.
Je ne sais pas si c'est pareil dans la petite boîte. Ouais, petite moyenne boîte, dans tous les cas, il faut avoir une zone de stabilité. C'est-à-dire que c'est des cycles où on change et puis après, on garde la stabilité pour être capable de mesurer, de tirer les conclusions, d'apprendre. Après, ça dépend aussi de la vitesse de changement qu'on a. Et dans une petite boîte, avec une équipe de petite taille, etc., on va aller un peu plus vite que sur des grosses structures, des gros cailloux. Mais grosso modo, si on arrive à changer tous les mois, c'est bien, à faire évoluer toutes les semaines, petit à petit, comme tu disais, par petits incréments en fonction de ce qu'on apprend, très bien. Mais les gros changements, ils vont toujours prendre plus de temps, entre 1 et 3 mois, oui, effectivement. Ouais, juste, moi, dans une vie passée, j'ai travaillé dans une boîte qui était plus petite, là, c'est quand j'étais en société de gestion. On s'était rendu compte qu'on était capable de pivoter très très vite, toutes les semaines quasiment. Et on avait fait toum, 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 toum. Et on s'était posé la question 1 an plus tard de est-ce qu'on avait information pour justement aller tout droit et pas faire ça. Et on s'était rendu compte que oui. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est bien d'être agile, c'est bien d'aller vite, mais des fois, se poser un peu avant de prendre une décision, ça peut être aussi intéressant. Après, dans tout ça, il y a aussi toujours la question de la réversibilité de la décision. J'ai envie de nous emmener vers leading et lagging indicateur. Je ne sais plus si ChatGPT il en parle. Il en parle ou pas? Il parle de l'agilité, gestion de la satisfaction, de l'expérience, la performance financière et rentabilité. Je vais profiter de performance financière et rentabilité pour parler de ça. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait quelque chose, c'est pour de la renta dans les boîtes du secteur privé. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que la partie rentabilité est souvent une conséquence et ça met souvent du temps à se voir. Je vais améliorer telle fonctionnalité, mes utilisateurs vont pouvoir faire quelque chose. Est-ce que tout de suite ça va se sentir sur le chiffre d'affaires? Pas nécessairement. Et ça, c'est ce qui s'appelle plutôt un lagging indicateur, donc il met du temps à bouger. Et c'est un peu, si je prends une métaphore, la météo de la veille. Si vous me demandez c'est quoi la météo de la veille, bah, il a plu, il a fait beau. Mais en gros, vous allez avoir du mal à prendre une décision grâce à ça parce que ça met trop de temps à arriver. Une fois que vous avez l'information, il n'y a plus de décision à prendre. Donc c'est là où on essaye souvent d'avoir un leading indicateur, qui est un indicateur à levier en français, qui est un indicateur qui nous permet un peu de prédire quand même, de dire, OK, si j'ai tant d'utilisation de telle fonctionnalité, potentiellement, je pense que mon chiffre d'affaires va augmenter d'autant. Et donc il y a toujours un ratio. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est on va regarder ce proxy, qui est le leading indicator, qui est souvent pas la finalité de l'impact final, mais qui est quelque chose qui nous aide à prendre des décisions, à savoir si oui ou non, on est en train de générer de la valeur. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie de leading et lagging? Ouais, je suis entièrement d'accord et c'est valable à tous les niveaux. Ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est le nombre de réservations dans un restaurant. En soi, ça rapporte pas de chiffre d'affaires, c'est pas en lien immédiat. Mais si je sais que j'ai un nombre de réservations qui monte, je peux espérer que mon chiffre d'affaires de restaurant va monter. Mais surtout, je peux appeler quelqu'un en renfort, un serveur. Là, j'ai mon nombre de réservations qui a explosé, donc j'ai besoin de renfort et ça ne va pas pénaliser ma prévision de chiffre d'affaires parce que je suis capable d'anticiper. Alors que si je regarde après la soirée, comme tu disais, la météo de la veille, après la soirée, ah bah on avait plein de monde et puis on a des gens qui étaient en train de faire la queue à la porte parce qu'on n'a pas eu assez de monde, pas eu assez d'employés pour servir. Et donc là, on voit que être capable d'anticiper un peu avec des leading indicators, c'est quand même plus facile et plus intéressant. Et après, dernier point sur cette partie de performance du modèle opérationnel, c'est la question de OK, je prends une décision, je change de stratégie. Et là, j'ai mon gros caillou qui m'a fait dire que on pensait que ça c'était vrai et en fait ça ne l'est pas. Et combien de temps je vais mettre à changer de stratégie? Et là, souvent, on aurait pu en parler dans le processus, on va taper sur le processus budgétaire. Alors, si vous avez un processus budgétaire annuel, attention, je vais faire des maths hyper compliquées. Processus budgétaire annuel veut dire 1 an. En général, quel que soit le moment où vous êtes, vous avez statistiquement la moitié de la durée à attendre pour être capable de changer de direction. Donc, si vous avez de la chance que vous tombez 1 mois avant le nouveau processus budgétaire, vous ne faites qu'un mois, mais vous pouvez aller jusqu'à 12. Donc, au milieu, c'est 6. Hein. Donc, en gros, si vous êtes sur un processus budgétaire annuel, en moyenne, vous mettez 6 mois à changer de direction dans le cas où vous avez quelque chose qui vous dit qu'il faudrait changer. Alors, vous pouvez le faire sur les arbitrages en forçant un peu, voire en forçant complètement. Mais en tout cas, si vous avez un processus budgétaire annuel, il vous faudra 6 mois. Si vous prenez typiquement un processus plus en flux et que tous les 3-4 mois, je vais prendre 4 parce que c'est plus facile à diviser par 2, je suis feignant. Si tous les 4 mois, donc 3 fois dans l'année, vous reposez la question de où vous allez et vous êtes capable de réallouer des ressources à l'endroit où vous voulez aller,
En général, donc, vous mettez 2 mois à attendre de pouvoir changer de direction, donc changer de stratégie. Dans un cas, vous mettez 6 mois, dans l'autre cas, vous mettez 2 mois. Et dans un cas, éventuellement, vous avez appris, vous savez que c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais vous n'arrivez pas à tourner parce que vous tournez le volant, mais la voiture, elle va tout droit. Et donc là, en gros, quand on tire la notion de performance, on va quasi tout le temps tirer la notion de « OK, mais une fois que j'ai l'info, comment je fais pour réallouer mes ressources au bon endroit ?» On va tirer la question du budget. Donc là, c'est plutôt une métaphore, je l'espère, de grosses boîtes. Et Thomas va nous dire quelle est la réalité des petites boîtes. Ouais, ben, la réalité des petites boîtes, elle est un peu plus courte dans le temps, mais le processus budgétaire, il reste présent quand même. On est globalement, tout le monde fonctionne avec un bilan annuel et donc après, bah, on déduit tout ça. Et une petite boîte, si je prends l'exemple typique d'une startup qui a euh, des, euh, des business angels ou des VC au board, bon, bah, ça va être la même chose. On va essayer peut-être avec des processus plus courts, réduire et faire de la prévision à 3 mois et avoir des KPI qui vont permettre de la performance financière ou pas, mais à 3 mois, à 6 mois, à un an. Mais c'est la même chose, c'est la même mécanique que tu viens de décrire, peut-être plus court. Ok, est-ce que tu veux faire la conclusion sur la partie performance du modèle opérationnel ou est-ce qu'on s'arrête Ouais, là direct? non, on Vas-y. peut conclure. Sur la conclusion, on peut dire donc que ChatGPT nous donne des informations qui sont intéressantes, mais largement incomplètes. Modèle opérationnel, un pure player du digital. Alors, OK, on a un peu accès en disant pure player du digital, mais performance optimisée à chaque aspect. Alors, tout ça, c'est beaucoup d'air et pas beaucoup de matière. Euh, il faut regarder dans les différents éléments en fonction du contexte, ce que tu disais tout à l'heure, et puis de l'objectif qu'on veut atteindre et choisir faire les bons choix qui nous permettent d'aller là où on veut et de tourner la voiture suffisamment vite en fonction du marché, parce qu'il y a des marchés qui n'ont pas besoin de tourner vite et d'autres qui ont besoin d'être très réactifs. En e-commerce ou en pure player du digital, on est plutôt sur des éléments qui sont réactifs et adaptables au marché. Eh bien, merci. Et donc, c'est la fin pour cette partie performance du modèle opérationnel.